Alors donc je vais présenter brièvement le colonel Philippi. Alors donc né en 1957, originaire de Toul en Lorraine, l'auteur est officier de carrière, aujourd'hui de réserve, a servi dans les troupes de marine pendant 34 ans, en métropole, essentiellement au 3e RIMA à Vannes et durant 12 années en Outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Guyane et à l'étranger dans toute l'Afrique subsaharienne. Passionné de l'histoire militaire, il a écrit de nombreux articles, toujours avec le même fil directeur, donc l'histoire des hommes. Je vous laisse la parole. Merci. J'ai mis mon chronomètre pour être dans les temps. Alors, chers amis, on a beaucoup parlé ce matin et on a dit que la guerre d'Indochine était une guerre mal connue, voire une guerre oubliée. Et dans le chapitre qui m'intéresse, j'ajouterai que les supplétifs et les partisans sont vraiment, eux, les grands perdants de cette affaire. Pourtant, il y a de nombreux livres qui relatent les souvenirs de gens qui ont encadré les supplétifs. Et puis, il y a un film qui est quand même évidemment l'exégèse de cette histoire, qui est la 317e section, sous-titre « Locale supplétive » de Pierre Schendorfer. Alors, je vous dirais que dans le sillage des bataillons du corps expéditionnaire français d'Extrême-Orient gravite une multitude de petites unités dont les hommes, supplétifs et partisans, sont les incontournables de la guerre d'Indochine. Alors, nous nous attacherons vraiment au terme de supplétifs et partisans. Je ne parlerai pas de maquisards, les maquisards étant les gens du GCMA qui sont aussi des supplétifs, mais qui sont une catégorie à part. Alors, ces fameux partisans, on les retrouve sous de multiples appellations: commando, groupement, compagnie, compagnie légère de supplétifs, compagnie de supplétifs militaires, compagnie de supplétifs vietnamiens, compagnie légère de partisans côtiers, unité mobile de défense des chrétientés, brigade volante caodéiste, etc., etc. On les retrouve sous de multiples statuts. En Cochinchine, par exemple, en 1950, il y a 11 statuts différents pour gérer les supplétifs. En tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que les Européens qui se trouvèrent à leur tête vécurent souvent des aventures qui sont dignes de l'homme qui voulait être roi de Kipling. Héroïsme, dévouement, autonomie totale ou abandon du commandement, c'est un peu le règne du démerdez-vous si cher à l'armée française. Je vous propose d'aborder leur histoire en 5 points. Déjà, un peu de référence, car ces partisans et supplétifs existent bien avant la guerre d'Indochine. Pourquoi furent-ils recrutés? Qui sont-ils? Qui sont les Européens qui les encadrent? Leur mission? Et enfin, les supplétifs à Dien Bien Phu. On en trouve rarement la trace, mais vous verrez qu'il y avait effectivement des supplétifs à Dien Bien Phu. Alors, si on fait un peu d'histoire, on s'aperçoit que cette pratique est très ancienne. Elle existe quasiment... D'abord, elle existe bien avant que les Français mettent les pieds en Indochine. Et elle existe, pour le cas de ce pays, dès 1858, quand l'amiral Rigaud de Genouilly arrive à Tourane. Il recrute 2 compagnies d'auxiliaires. À l'époque, on les appelle auxiliaires, qui vont effectivement être intégrées dans ces troupes. Alors, il y aura d'autres compagnies qui vont être levées, mais elles disparaîtront, si vous voulez, à la fin des grandes batailles de la conquête, vers 1875-80. Alors, elles ne seront pas licenciées, mais elles vont tout simplement devenir des unités régulières et elles vont servir pour la Cochinchine à former le 1er régiment de tirailleurs annamites et en 1879 et pour le Tonkin en 1884, le 1er régiment de tirailleurs tonkinois, donc 1er régiment d'une série de 4. La principale mission des partisans à partir de cet instant et jusqu'à la veille de la guerre de 14, dans cette guerre larvée, parce qu'il y aura en permanence un état de guerre, c'est la défense des villages contre la piraterie, un mal endémique qui sévit sur toutes les frontières du nord de l'Indochine, au Tonkin et au Laos. Donc, auxiliaires des postes militaires du Tonkin et du Nord-Laos, les motivations des partisans de cette époque sont assez simples. Elles défendent leur village contre la piraterie. Cette situation va perdurer jusqu'au second conflit mondial, car si la piraterie va diminuer avec le temps, elle est remplacée par d'autres problèmes qui sont les trafics et contre lesquels, en particulier celui de l'opium,
contre lesquels les partisans vont être amenés à lutter avec les troupes régulières. Le coup de force japonais du 9 mars 1945 déstabilise complètement la situation. L'installation du Viet Minh fait disparaître cet ancien système qui avait été mis en place donc à la fin de la conquête. Et quand le général Leclerc débarque en octobre 1945 donc à Saigon avec les premiers éléments de la 9e division d'infanterie coloniale et de la 2e DB, tout est à refaire et tout est à reconstruire. Alors pourquoi on va recruter des partisans? Pourquoi on va reprendre ces anciennes pratiques? Eh bien, il y a 3 raisons principales. Premièrement, le problème des effectifs. Deuxièmement, un problème financier qui, tout au long de l'histoire de l'armée française, perdure. Et puis, un problème lié à l'efficacité opérationnelle. Donc, quand le général Leclerc arrive en 1946 en Indochine, c'est l'année des incertitudes. Il débarque avec à peu près 60 000 hommes. C'est le maximum. Les efforts de la France sont contraints. Elle sort de la guerre, c'est l'époque de la reconstruction. On commence déjà à avoir un regard vers l'Est où il faut garder des forces. Et ces 60 000 hommes connaissent en 1946 des pertes qui sont très très importantes. 3 164 hommes sont tués dans le cours de l'année, dont 742 officiers et sous-officiers, et on chiffre les évacuations sanitaires mensuelles à peu près à 500 personnes. D'autre part, les gens qui sont arrivés en octobre 1945, octobre-novembre, en Indochine, ont un contrat d'1 an. Ce sont en grande partie des gens qui sortent de la Seconde Guerre mondiale, qui sont restés pour des motivations diverses, beaucoup d'histoires de camaraderie. Bon, tu ne vas pas nous laisser tomber, on va en Indochine, qu'est-ce que tu as à faire? Tu n'as pas de boulot, etc. Ça fait 2 ans, 3 ans que tu es avec nous. Allez, re-signe, et les gens sont partis pour 1 an. Et fin 1946, 23 000 militaires vont être rapatriés. Donc le problème des effectifs devient un enjeu crucial pour tenir un ensemble de 740 000 km², ce qui est énorme. Les ressources de la métropole ne sont pas inépuisables. Le général Leclerc estime qu'il faudrait plus de 200 000 hommes pour pouvoir tenir correctement l'affaire dans une armée de terre qui n'en compte que 400 000. Sachant qu'il n'est pas question d'y envoyer le contingent, qu'à cette époque, on ne veut pas y envoyer de bataillons africains ou nord-africains, il n'y a donc qu'un recours, c'est l'emploi massif des autochtones. On décide donc de recruter 16 000 supplétifs pour l'année 1946. Le deuxième aspect qui amène les forces françaises à recruter donc, du supplétif, c'est l'aspect financier. Alors, il faut savoir que la solde d'un soldat qui vient de métropole ou qui vient d'Afrique du Nord est de 240 piastres par mois. Celle d'un autochtone régulier, alors on l'abordera un tout petit peu, il y a des autochtones qui sont dans le corps expéditionnaire, qui sont des soldats réguliers. Bon. Moi, je vais vous parler des supplétifs et des partisans. Donc, le soldat venant de métropole touche 240 places, le régulier autochtone en touche 190 et le supplétif en touche 140. Ah ben c'est quand même mieux, hein, c'est quand même beaucoup plus pratique pour tenir les comptes. Il a aussi l'avantage, disons-le, d'être employable tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à cette époque d'école de formation. C'est un peu le système de l'amalgame des armées de la Révolution. On le met avec un mec qui connaît le boulot et puis vogue la galère et en avant. La troisième raison est un aspect d'efficacité opérationnelle. C'est la connaissance du terrain et l'approche des populations. On remet en place le vieux proverbe « Le lion de l'Atlas se chasse avec un lévrier de l'Atlas ». Donc, sur le plan opérationnel, les supplétifs apportent leur connaissance du terrain, souplesse d'emploi, faculté d'adaptation, connaissance de la population, et sur un plan politique, leur engagement conforte l'action des forces de l'Union française. Ils font échec à la propagande du Viet Minh et ils permettent aux populations locales de reprendre confiance. Alors, qui sont-ils? Qui sont-ils, ces partisans? Donc, des volontaires, et
un volontariat qui va évoluer avec le temps. En 1946, les motivations des gens, je ne dirais pas sont presque patriotiques, mais en tout cas sont très fortes. C'est-à-dire que les gens viennent de subir 4 ans d'occupation japonaise, ils ont subi l'occupation des Chinois au nord, et la France bénéficie encore à cette époque d'une aura très, très, très forte. Imaginez-vous, le gamin qui a 20 ans, derrière lui, il y a 3 ou 4 générations qui n'ont connu que la présence française. Donc la France, c'est la puissance tutélaire. Et la montée en puissance du Viet Minh ne s'est pas fait, comment pourrait-on dire, de façon un peu vulgaire, les Viet n'ont pas fait dans la dentelle. Hein. Ils ont mis à mal une société très ancrée dans ses structures traditionnelles et vis-à-vis de ceux qui s'opposaient à leur ascension, eh bien, ils n'ont pas hésité à utiliser la politique du sabre. Donc ça ne plaît pas à beaucoup de gens et les gens donc de 1946 viennent s'engager pour s'opposer à la présence du Viet Minh. À ces volontaires initiaux de 1946, on verra apparaître en particulier en Cochinchine à partir de 1947 une autre catégorie qui sont les volontaires confessionnels qui appartiennent aux sectes, les grandes sectes qui régissent la Cochinchine, qui sont les chaodéistes, les Oao et les Bingsuyen. Alors, les Bingsuyen ne sont pas une secte, c'est plutôt une association de malfaiteurs. Mais bon, tous ces braves gens qui, en 1954, vont quand même avoisiner les 30 à 35 000 hommes, représentent un appui conséquent. Ils rendent d'éminents services à une époque où, il faut dire, on n'est pas trop regardant. Donc voilà, donc les volontaires initiaux de 1946, nos volontaires de Cochinchine. Ajoutons dans nos supplétifs et partisans les minorités ethniques, alors que l'on va trouver plutôt au nord et au nord-ouest du Tonkin et dans la chaîne anamitique, voilà, qui, elles, vont venir aussi s'engager dans les forces supplétives de façon conséquente. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont pas été tellement soumises. D'abord, elles représentent assez peu en densité de population. Elles n'ont pas été beaucoup soumises à une forte pression de la part des autorités coloniales et elles voient d'un très mauvais œil l'arrivée des Anamites du Delta qu'elles n'aiment pas du tout, hein, venus leur prêcher les vertus du communisme. Alors, ces minorités vont alimenter un certain nombre de bataillons réguliers, les Thai qui vont fournir 3 bataillons, les Muong qui vont fournir 2 bataillons, les Nung 1 bataillon, les Tho, les Meo, les Meo qu'on retrouvera surtout dans les maquis. Et outre donc ces bataillons de forces régulières, eh bien, ces braves gens s'engagent dans les forces supplétives. La dernière catégorie de nos forces supplétives, je regarde mon chrono, est celle des ralliés. Alors c'est encore un autre phénomène. Je vous lis la définition. En 1952 est déclaré rallié tout individu qui venant avec ou sans armes de la zone rebelle et ayant appartenu soit à une unité régulière, régionale ou milice rebelle, soit à un organisme politico-administratif Viet Minh quelconque, déclare donner son adhésion à la cause du gouvernement national du Vietnam. C'est une catégorie de supplétifs, une catégorie de soldats qui est particulièrement difficile à employer parce que ce sont des soldats retournés, c'est souvent d'anciens cadres, d'anciens officiers, lieutenants, capitaines, commandants des divisions régulières Viet Minh. Ils sont aguerris, ils connaissent parfaitement le mode de fonctionnement du Viet Minh, mais on ne sait jamais si un jour, eh bien, ils ne vont pas retourner à leurs anciennes amours. C'est ce qui est arrivé, par exemple, au commando Vandenberg ou au commando Rusconi. Voilà. Voilà donc les catégories. Qui sont-ils ? À partir de 1949, la guerre va s'intensifier. Le commandant Cabiro, qui était un brillant légionnaire parachutiste, disait en 1946, pour aller à tel endroit, il fallait une section. En 1950, il fallait une compagnie. En 1953, il fallait un bataillon. Donc la guerre s'intensifie. Elle bouleverse de plus en plus la vie des communautés rurales. Il est de plus en plus difficile de travailler dans les rizières.
Les revenus s'amenuisent, l'appauvrissement s'agrandit et la solde de 140 piastres reste quand même enviable et assure un revenu régulier. Il est difficile de rester neutre dans ce type de conflit. Alors comment se fait l'engagement des supplétifs? Directement, on se présente au capitaine. Vous allez voir, on en parlera tout à l'heure. Les supplétifs, le niveau d'emploi, c'est la compagnie. Donc on se présente directement au capitaine pour s'engager. D'autres compagnies utilisent des systèmes différents, en particulier les commandos. C'est un système de cooptation, c'est-à-dire que c'est un ancien qui ramène un cousin, un parent, un ami. Et alors là c'est mieux, c'est plus sûr. Le lieutenant Delamotte, qui a écrit un très beau livre, Au-delà de l'eau, qui commandait le commando 12 au Sud-Vietnam, juge ses partisans, alors je cite, « vifs, retors, intelligents, même si la plupart sont illettrés et venus au commando pour ne pas mourir de faim. » À propos du recrutement, il dit qu'il s'affranchit de tous les circuits. Quand il lui manque des mecs, il envoie un sous-officier et 3 ou 4 commandos débrouillards qui partent au Cambodge. Il n'est pas très loin. Et ils partent 10 jours et ils ramènent une quinzaine de candidats. Et après, ils regardent et ils font le tri. L'adjudant Vandenberg, dont on a parlé, qui au départ commande la 11e compagnie légère de supplétifs militaires, lui parcourt les camps de prisonniers. On en a parlé ce matin, les fameux PIM. Il repère les gars et il recrute en général d'anciens cadres du Viet Minh, avec le risque que ça comporte. Voilà. Et autre exemple, le capitaine Madame Bassi, qui commande une compagnie dans un bataillon du 24e régiment de marche de tirailleurs sénégalais, lui a 3 compagnies de supplétifs. Seulement, il y en a une qui n'existe pas. Et avec la solde, il va chez le Chinois et il achète du barbelé que le Chinois fait venir de Hong Kong. Voilà. C'est l'époque. Alors, qui sont les cadres métropolitains qui les encadrent? Eh bien, il y a du très bon et du très mauvais. Les bataillons des troupes d'intervention fournissent assez peu de cadres parce que parachutistes, légionnaires et quelques autres, même s'ils comptent des autochtones dans leur rang, ont une vie de nomades et leur errance perpétuelle ne leur permet pas d'avoir des compagnies de supplétifs à la suite. Si l'on accepte donc les commandos Nord-Vietnam, où on trouvera quand même pas mal de parachutistes, eh bien, ce sont les troupes dites de secteur qui vont fournir l'encadrement des compagnies de supplétifs. Alors, c'est pas facile de trouver les bonnes personnes. Les cadres, officiers et sous-officiers sortent de la Seconde Guerre mondiale. Ils ne sont pas du tout formés à ce style de guerre. Ils sont dans un pays qu'ils ne connaissent pas. Et certains n'ont pas le goût à commander des formations qui, pour certaines, ressemblent plus à une bande de pirates qu'à une section d'infanterie. Donc le colonel qui commande le 22e régiment d'infanterie coloniale dit « La valeur de toute unité de partisans dépend avant tout et essentiellement de l'intérêt que lui porte son chef. » Donc l'effectif théorique des compagnies, l'encadrement est fixé à 1 officier, 8 sous-officiers et 9 caporaux-chefs métropolitains autochtones. Parlez qu'on est à des années-lumière de cette affaire. Vous avez des compagnies de supplétifs qui sont commandées par un sergent-chef, quelquefois par un sergent et voire par un caporal. Le soldat Brett, qui a laissé ses souvenirs dans un livre qui s'appelle « Les supplétifs en Indochine » aux éditions L'Harmattan, a été à la 231e compagnie de supplétifs militaires à Agniep et lui raconte qu'il est arrivé, il était simple soldat. Bon, il était affecté là parce qu'il arrivait, il manquait un gars, donc on l'a mis là. Et au bout de 3 semaines, les Vietnamiens sont tombés sur le sergent-chef qui commandait la compagnie, qui picolait, qui n'aimait pas les Vietnamiens, etc. Ils l'ont chopé, ils l'ont ficelé et ils ont dit on n'en veut plus. Donc ils l'ont mis dans un Dodge et ils l'ont amené au PC de l'escadron. Bon, le capitaine a dit à Brett, tu commanderas la compagnie en attendant qu'on trouve quelqu'un. Mais il lui a dit, mais je suis simple soldat. Bon, il dit, tu seras nommé caporal. Et en gros, débrouille-toi, quoi. Alors, il n'est pas resté longtemps. Il est resté 3 semaines. On a mis un sergent-chef qui était très compétent. Voilà un peu l'histoire des supplétifs. Et son livre est très, très bien fait et très intéressant. Alors, les missions de nos supplétifs, elles sont ou défensives ou offensives, ça dépend des endroits. Alors, vous savez que l'armée Viet Minh, elle est divisée en 3 parties. Vous avez les populaires, qui travaillent le jour et qui sont Viet Minh la nuit. Vous avez les régionaux, qui sont en bataillon ou en régiment, et qui sont de très bonnes unités, mais qui restent cantonnés dans un endroit précis.
Et puis vous avez les réguliers, qui sont les divisions 304, 308, 312, et qui, elles, voguent dans tout le territoire. Alors en général, les supplétifs, eux, affrontent les populaires ou les régionaux. Mais quelquefois, ça va plus loin. Et certaines compagnies passent à la postérité. Vous avez la 284e compagnie de supplétifs de l'adjudant Pérol, qui tient le poste de Muongshen et à qui Bijard va demander de se sacrifier pour couvrir le repli de son bataillon. Vous avez la 150e du lieutenant Toan, qui défend le poste de Maoké lors de l'offensive Viet Minh de 51. En 1950, j'arrive déjà à 20 minutes, le terme de supplétif disparaît, devient officiel, pardon, le terme de partisan disparaît, le terme de supplétif devient officiel. Il y a 112 000 supplétifs en 1951. Alors, leur armement est très léger, évidemment, et ils ont l'armement qui est à la suite de l'armée française, c'est-à-dire qu'ils récupèrent, quand il y a un armement plus moderne qui arrive, eh bien les compagnies de supplétifs récupèrent l'armement déclassé. Alors, très rapidement, les supplétifs à Dien Bien Phu. Alors, vous allez me dire, mais des supplétifs? Eh bien, oui. La SPA, situation de prise d'armes du 10 mars 54, indique 1428 supplétifs à Dien Bien Phu. Moi, j'ai découvert ça parce qu'on n'en parle quasiment jamais. 105 officiers et 1323 soldats. Au 7 mai, il y a une situation de prise d'armes le 7 mai 54. Il y a 438 supplétifs, 100 sont considérés comme tués ou disparus et 907 déserteurs. Alors, les pauvres supplétifs, ils ne sont pas dans les rats de la Dan Yun, ils sont partis par le côté ouest. Ils sont partis parce qu'ils n'en pouvaient plus. Ils étaient mal formés, ils n'étaient pas très bien équipés et ils ne savaient pas ce qui leur arrivait. Et voilà. Et j'ai découvert, pour terminer rapidement, qu'il y a eu le 23 mars une opération qui s'appelle l'opération Neptune. Neptune, je ne connaissais pas ça du tout. Et où on a largué 20 tonnes de napalm sur la frange ouest du camp tranché. Et dans cette affaire dont on parle assez peu, il y a eu une erreur de bombardement et on a détruit le village de Ban Nong Nai où étaient les familles des supplétifs. Et où on pense qu'il y a eu au moins 600 victimes. Donc là, sans qu'il y ait d'accrochage, si vous voulez, les gars ont dit à leur chef, on s'en va, il faut qu'on aille voir ce qui se passe chez nous. Et donc là, il y a eu une grosse vague de départ. J'ajouterai pour terminer que ceux qui se sont battus pour le roi de Prusse. Parce que les supplétifs, ils n'ont pas de compte en banque, ils n'ont pas de carnet de chèques et de caisse d'épargne. Et moi, je n'ai jamais entendu dire qu'on avait parachuté des piastres ou un officier trésorier. Donc moi, je pense qu'à partir du 13 mars, les supplétifs sont plus payés. Voilà. Alors, quelqu'un pourra peut-être apporter une précision. Et pour conclure, parce que je suis déjà à 22 minutes, je vous dirai juste cette phrase du commandant Denoy de Saint-Marc qui a commandé la 7e compagnie légère de partisans à Talung. Les partisans et moi, nous nous sommes compris comme si nous vivions ensemble depuis toujours. À Talung, nous étions libres de nos actes. Pendant 18 mois, je peux compter sur les doigts d'une seule main les liaisons où l'état-major s'est enquis de notre situation. Cette solitude était le gage d'une liberté sans mesure. À 25 ans, je devais organiser l'existence de plusieurs milliers de personnes dont je ne savais rien et je ne parlais pas la langue. Et voilà, ces partisans qui ont constitué presque 23% des effectifs du corps expéditionnaire, eh bien, dont les pertes ne sont pas connues, méritent mieux que le silence. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Du coup, on va enchaîner. Hein. Je vais céder la parole, du coup. Alors, peut-être qu'il y a des questions. On les posera après, du coup. Tout de suite ? Ah, tout de suite ? Alors, allons-y. Alors, là-bas, on a une question. Mais est-ce que les supplétifs, c'est la même chose qu'un PAM ? Pardon. Les supplétifs, c'est la même chose qu'un PAM ou c'est différent? Parce que au début, on nous avait dit, ce matin, on nous a dit que les PAM, c'était les PIM. Les PIM. Non, les PIM, c'est des prisonniers. C'est-à-dire que c'est les Viet Minh ou les gens qui ont été ramassés et qui sont dans des camps. Et certains officiers recrutent dans ces camps-là et on sort les gens des camps et à ce moment-là, ils deviennent des supplétifs. Mais donc ça veut dire qu'un PIM pouvait être un supplétif, mais les supplétifs n'étaient pas forcément des PIM. Ah non, vous avez des gens qui viennent s'engager.
qui n'ont pas de passé. Ok. Pardon. Une dernière question. Oui. Bonjour, merci beaucoup. Je me posais la question de savoir du côté vietnamien, du Viet Minh, excusez-moi, pour recruter de leur côté, comment est-ce que ça se passait, quelle était la différence, le cheminement de pensée de la part des Vietnamiens pour faire le choix entre je vais devenir un supplétif ou je vais, voilà, ou peut-être du côté communiste. Voilà, alors j'ai pas lu cette phrase. Le corps de bataille passe de 80 000 hommes en 1947 à 280 000 en 1953. De telles levées épuisent, on sans doute, les campagnes. Alors, c'est très difficile. Il y a très certainement de la pression, où les gens sont obligés de s'enrôler. Et puis, il y a aussi des gens qui s'enrôlent dans les forces Viet Minh parce qu'ils y croient et qu'ils ont envie de lutter pour leur indépendance. Voilà. Oui, alors, quelle est la ligne de partage? Je ne pourrais pas vous le dire. D'accord, je vous remercie. Oui. Merci beaucoup.